8h10 sur RCF, soyez les bienvenus dans cette matinale. À une semaine d'une grève que beaucoup annoncent très dure pour protester contre la réforme des retraites, notre grand invité est le président nouvellement élu du 5e syndicat de France, la CFTC, la Confédération française des travailleurs chrétiens, un syndicat réformiste qui pour le moment n'appelle pas à se mobiliser jeudi prochain. Cyril Chabagnier, bonjour. Bonjour. C'était il y a 3 semaines à Marseille. Vous avez été élu largement à la tête de la CFTC. Vous prenez ces responsabilités alors que la France se prépare à un mouvement social important le 5 décembre prochain et alors qu'on vient de fêter le premier anniversaire des Gilets jaunes. Avant de parler de ce qui s'annonce pour la semaine prochaine, peut-être vous demander d'abord de nous dire quel regard vous portez sur la situation sociale de la France. Comment va notre pays? Comment se portent les Français dans les yeux du nouveau président de la CFTC? Bien, les Français sont inquiets en ce moment parce qu'il y a un certain nombre de réformes avec souvent une communication qui a été un petit peu floue au niveau du gouvernement et qui a accentué les inquiétudes. Et nous, justement, en tant que syndicat réformiste, nous sommes là pour essayer de rassurer et avoir des véritables réponses à leurs interrogations, à leurs inquiétudes. Et c'est pour ça que nous avons alerté le Premier ministre et que nous avons demandé des réponses et qu'une communication est en train de se faire, notamment sur le régime et sur la réforme des retraites. Donc c'est très important pour nous, avec cette montée des inquiétudes, d'essayer de les rassurer. Je reviens sur la situation en France. Comment vous avez vécu ce mouvement des Gilets jaunes ? Le mouvement des Gilets jaunes a vraiment montré que les Français avaient besoin de se sentir, de participer en tout cas, de se sentir mieux écoutés, mieux compris. Il y a beaucoup d'attentes. Et nous, en fait, on doit pas forcément s'inquiéter de ce mouvement, mais on doit le prendre en compte, on doit se nourrir de ce mouvement qui nous permet aussi, nous, en tant qu'organisation syndicale, de pouvoir être peut-être plus en prise directe avec aussi les Français. Et donc, nous sommes là, en fait, pour relayer ces interrogations et pour relayer ces problématiques auprès du gouvernement. Cyril Chabagnier, vous nous l'avez dit, vous étiez lundi chez Gérard Philippe pour... Édouard Philippe, chez Édouard Philippe, Gérard Philippe, c'était au début de semaine chez nous. Chez Édouard Philippe pour parler réforme des retraites. Quel est pour vous l'état du dialogue social en France ? On va dire que l'état du dialogue social en France... Vous avez pris une grande inspiration avant de répondre. J'ai pris une grande inspiration parce qu'il est en train d'évoluer, il est en train de changer. C'est-à-dire que les 2 premières années de ce gouvernement, le dialogue social était compliqué. On l'a vu au moment des ordonnances et d'autres réformes, également sur l'assurance chômage, où le dialogue social, franchement, n'a pas été vraiment mis en avant et on le déplorait, on le regrettait, on le critiquait. Aujourd'hui, il y a eu des efforts de fait, peut-être d'ailleurs liés au mouvement des Gilets jaunes qui a fait peut-être aussi comprendre au gouvernement que le dialogue social et avec des interlocuteurs qui étaient bien identifiés et donc les partenaires sociaux, c'était important. Et donc aujourd'hui, on voit que sur la réforme des retraites, il y a en ce moment un vrai dialogue social impulsé par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Donc c'est pour ça que c'est en train de changer, c'est en train d'évoluer. J'espère que ça va continuer comme ça, que c'est pas qu'une phase transitoire suite au mouvement des Gilets jaunes et que ça va se poursuivre tout au long du quinquennat. Mais il y a eu une différence entre, je dirais, les 18 premiers mois et maintenant. On voit une différence dans le dialogue social, que ça continue. Cyril Chabagnier, vous n'appelez pas à participer au mouvement social contre les réformes des retraites jeudi prochain. Vous n'avez pas peur de passer à côté d'une mobilisation historique, comme beaucoup semblent l'annoncer ? On verra bien si la mobilisation est historique, mais... Vous ne sentez pas un peu seul dans le monde syndical en ce moment ? On n'est pas seul, il y a plusieurs organisations syndicales qui n'appellent pas à manifester forcément le 5 décembre, même si on a aussi, nous, laissé libre nos syndicats. D'autres organisations n'appellent pas forcément, même si à l'intérieur de nos organisations, il y a toujours quelques catégories qui elles appellent. Après, c'est très compliqué d'appeler à la grève le 5 décembre. On n'a pas aujourd'hui une première ligne d'un projet de loi sur la réforme des retraites. Donc c'est quand même compliqué d'aller appeler à la grève juste sur des rapports qui sont d'ailleurs parfois contradictoires. Nous, on a beaucoup travaillé sur le rapport, on a participé, et on a été beaucoup auditionnés sur le rapport Delevoye, où certaines pistes nous conviennent, d'autres moins. Qu'est-ce qui va être pris dans ce rapport? Qu'est-ce qui va être retenu? On ne le sait pas aujourd'hui. Entre-temps, on reçoit d'autres rapports qui sont parfois contradictoires. Donc c'est compliqué. Vous êtes d'accord avec Emmanuel Macron, c'est prématuré de manifester et de faire grève, c'est ça ? Pour nous, en tout cas, tant qu'on n'a pas une première ligne de rapport, d'un texte de loi, oui, ça nous paraît un peu prématuré de manifester. Et en plus, au départ, cette manifestation était quand même sur le principe même d'un régime universel par points. Et le régime universel par points, nous, on l'appelle de nos voeux depuis plus de 10 ans à la CFTC. Donc on n'a pas de problème sur la philosophie générale. Ensuite, ne pas avoir de problème sur la philosophie générale, ça ne veut pas dire forcément accepter la réforme qui sera faite.
Mais là, encore une fois, du coup, il faut attendre un peu d'avoir un peu plus de mesures. C'est une réforme nécessaire, si je comprends bien pour vous, mais est-ce que c'est une bonne réforme ? C'est une réforme nécessaire, oui, parce que le système de retraite actuel, est tout sauf juste. Et ça, il faut quand même le dire. Si je prends simplement un seul exemple, la problématique des femmes qui aujourd'hui, malheureusement, ont des carrières hachées. Et si on parle beaucoup de l'âge de la retraite à 62 ans aujourd'hui, que nous d'ailleurs on demande de conserver cet âge légal, un quart des femmes quand même, soit doivent partir à 67 ans, soit partent avec une décote, parce que justement l'âge d'annulation de la décote aujourd'hui est à 67 ans. Le système est vraiment tout sauf juste. Et puis il n'est pas forcément adapté à notre temps. Parce que ce système a été conçu pour quelqu'un qui rentre dans une entreprise à 20 ans et qui fait ses 42 années tranquillement dans son entreprise sans bouger jusqu'à 62 ans. Le régime actuel répond parfaitement à ça. Sauf que c'est plus le marché du travail aujourd'hui. Et pour quelqu'un qui change de statut 4-5 fois durant sa carrière, ce qui est le cas aujourd'hui, on est chauffeur Uber 3-4 ans, on devient salarié, on monte son entreprise parce que ça ne nous plaît pas. L'entreprise ne marche pas, on passe un concours et on devient fonctionnaire. Si on fait 4-5 statuts différents, au moment où on arrive à la retraite, c'est juste une catastrophe. Voilà. Donc ça, il faut l'adapter. Le régime universel permet de corriger tout ça. Maintenant, quelle réforme ? Voilà, nous, on est d'accord sur la philosophie d'un régime universel, les modalités à l'intérieur, c'est là où tout va être le débat. Alors, quels sont pour vous les points de vigilance ? Alors, plusieurs points de vigilance. Le premier, je l'ai dit, on ne touche pas à l'âge légal de la retraite, c'est-à-dire 62 ans. Deuxième chose, pour les personnes qui auront atteint leurs 42 années de cotisation à l'âge de 62 ans en 2025, on ne devra pas leur demander de faire 1 ou 2 ou 3 années de plus, même si on est ouvert sur l'instauration d'un âge pivot sur lequel il pourrait y avoir des décotes et des surcotes. Ça, c'est une discussion qui, justement, doit faire partie du débat et de la négociation. Quelque chose qui est très important aussi, tout ce qui est pénibilité, et donc on veut avoir un vrai débat sur la pénibilité qui aujourd'hui, avec le C2P, ne serait ouvert et n'est ouvert que dans le secteur privé, et donc pour pouvoir l'ouvrir au niveau du secteur public. Et surtout, la vigilance chez nous, c'est de s'intéresser à la personne et non pas au statut. La problématique... Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez... un conducteur de métro RATP ou un conducteur de métro à Marseille. Il y a un grand débat pour nous dire est-ce qu'ils doivent conserver la retraite à 55, 56, est-ce qu'on doit les passer à 58 ou à 62. Le débat, il n'est pas là. On doit avoir un vrai travail sur la pénibilité et nous dire si le travail, par rapport à la pénibilité, mérite de partir à 55, 56 ou 58. Les régimes spéciaux, c'est une première chose. On les conserve ou pas ? Alors, j'y viens tout de suite. D'accord. Mais juste pour finir sur ça, donc là, c'est la pénibilité qui détermine l'âge auquel on part. Voilà. Mais la deuxième chose, par contre, qui est important pour nous, c'est que le chauffeur de métro, le conducteur de métro à Paris et à Marseille font le même métier. Et donc, ils doivent partir en même temps et avoir les mêmes droits. Voilà, c'est ça. Alors qu'aujourd'hui, comme on parle de statut, le chauffeur de métro à Paris ou à Marseille, ils ne partent pas au même âge. Quand on défend le syndicalisme et par rapport à la personne et donc pas par rapport au statut. Donc ça veut dire qu'on arrête avec les régimes spéciaux de la RATP ? Alors forcément, quand on est pour un régime universel, on arrête sur les régimes spéciaux. Après, nous, ce qu'on demande, c'est deux choses. C'est que ça se fasse avec une transition, c'est-à-dire il n'y a pas besoin, et ça serait normal d'avoir un laps de temps transitoire pour la mise en place de ce régime universel pour certains régimes, y compris les régimes spéciaux. C'est pas parce qu'on est contre la clause du grand-père d'attendre les 40 ans pour que la mesure porte ses effets qu'on doit forcément le faire de manière rapide et brutale en 2025. Donc ça, on peut attendre. Mais par contre, quand je dis mettre fin aux régimes spéciaux, ça ne veut pas dire les aligner sur le régime aujourd'hui privé. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Si on estime qu'à la RATP, ils doivent continuer à partir à 55 ans, très bien. Mais peut-être que la pénibilité fait qu'ils doivent partir à 55 ans. Il n'y a pas besoin d'un régime spécial pour ça. C'est la pénibilité. Par contre, le chauffeur de métro à Marseille part aussi à 55 ans à ce moment-là. Parce qu'il a le même travail et la même pénibilité. À vous entendre, c'est plus les modalités d'application, c'est plus la méthode du gouvernement qui pose problème que le fond de la réforme ? C'est la méthode qui parfois pose problème, oui, je l'ai dit, en particulier dans la communication, parce qu'il y a eu un flou et parfois des contradictions pendant ces dernières semaines qui ont accentué les inquiétudes des Français, et je pense que c'était une erreur. Ensuite aussi, c'est qu'est-ce qui va être mis à l'intérieur de cette réforme. Nous, on pense par exemple qu'à l'intérieur de cette réforme, il doit y avoir aussi les correctifs au déficit actuel du régime de retraite. Et donc, par exemple, on s'oppose à toute mesure paramétrique, toute réforme sur une durée de cotisation, sur une baisse des pensions ou de trimestres avant 2025. Sur ça, on n'est pas encore rassuré par les annonces du Premier ministre. C'est une ligne rouge, ça ?
Oui, c'est une ligne très importante pour nous. C'est très important pour nous, vraiment une ligne rouge, parce que cette réforme paramétrique met à mal en fait la grande réforme des retraites, et donc ça ne sert plus à grand chose de la faire. Nous, on pense vraiment qu'il y a des correctifs à mettre à l'intérieur, et en même temps, on a des fonds de réserve des retraites qui sont importants, qui peuvent permettre justement d'absorber ce déficit de début de régime et de pouvoir donc le lancer en absorbant ce déficit, et ensuite les correctifs qu'on fait à l'intérieur permettront à ce qu'il vive de lui-même. Vous êtes incroyablement optimiste ? Ah, je ne suis pas optimiste, je suis convaincu que la philosophie est une bonne philosophie. Je ne suis pas convaincu qu'à l'arrivée, la réforme sera une bonne réforme. C'est deux choses qui sont différentes. Il y a l'intention, il y a la lettre, c'est ça ? Il y a le principe général d'une réforme universelle. Après, on peut en faire d'une manière différente. Donc le principe est bon, la réforme en elle-même, il faut attendre, on verra bien. Mais alors Cyril Chabagnier, pourquoi est-ce que cette réforme suscite-t-elle autant d'inquiétudes ? Parce qu'il est dit beaucoup de choses, beaucoup de fausses choses d'ailleurs aussi, et sur lesquelles on essaye de corriger. Je prends qu'un exemple. Les inquiétudes de la fonction publique, qui sont extrêmement légitimes. Sur les plateaux télé, dans les plateaux radio, à longueur de temps, j'entends dire, vous comprenez bien, dans la fonction publique, ils seront forcément énormément perdants, puisqu'il ne faut pas être un grand mathématicien, j'entendais ces grandes phrases aujourd'hui, pour comprendre que quand on passe des 6 derniers mois de salaire à la totalité de la carrière, il va y avoir une perte qui est forcément importante. C'est faux ça ? Mais alors, c'est à moitié vrai, à moitié faux. Déjà, ça concerne que la moitié, cette phrase-là concerne que la moitié à peu près des fonctionnaires. Puisque l'autre moitié aujourd'hui ont dans leur revenu souvent un montant de prime qui est très important. Je parlais le mois dernier avec un pompier qui me disait que 40% de son salaire était sous forme de prime, ce qui pose un vrai problème déjà en soi. Ce qui veut dire que, ok, sa retraite est calculée sur les 6 derniers mois, mais il est calculé sur 60% de son revenu. Donc 60% de son revenu sur les 6 derniers mois ou prendre les 100% de son revenu sur la totalité de la carrière, on revient quasiment à peu près au même. Donc déjà, quand on explique ça, ça modère les choses. Par contre, il y a un vrai souci sur l'autre moitié de fonctionnaires qui, eux, n'ont quasiment pas de prime. Et là, il y a un vrai souci. C'est pour ça que nous, on dit que cette réforme doit être accompagnée par d'autres mesures. Le dégel, par exemple, de l'indice du point pour la fonction publique. Mettre en place des critères de pénibilité dans la fonction publique qui n'existent pas aujourd'hui, qui n'existent que dans le privé. Pour les enseignants, sur lesquels il y a un vrai problème parce que eux, leurs primes sont très basses, c'est 7% en moyenne. Et la pénibilité n'existe quasiment pas ? Voilà, la pénibilité n'existe pas. Donc, il y a à voir la pénibilité. Il y a des revalorisations de salaire à faire en conséquence. Donc voilà, donc il y a des compensations à créer parce qu'on sait que dans certaines catégories ça peut se faire facilement sous régime universel. Dans d'autres catégories, c'est très compliqué. Donc il faut créer des compensations, mais ça ne remet pas en cause le principe. Ça remet en cause est-ce que le gouvernement ou pas veut mettre en face des compensations qui fait que cette réforme passe plus tranquillement. Cyril Chabagnier, quand on nous dit qu'avec cette réforme, le gouvernement commence le détricotage de l'État-providence, c'est complètement exagéré ? Je l'espère pas, en tout cas. Encore une fois, je vais voir et je vais constater, une fois que le Premier ministre va annoncer de façon plus précise les mesures à peu près à la mi-décembre. On va voir si ça va aller là-dedans ou pas. Je pense pas, en tout cas. Encore une fois, je pense qu'une réforme des retraites est nécessaire. On peut, avec un système universel, faire une bonne réforme. J'espère que le gouvernement ira dans ce sens-là. J'ai des inquiétudes aujourd'hui. J'ai forcément des inquiétudes, même parfois qui sont importantes sur certains sujets, mais ça ne remet pas en cause pour nous le principe global. Voilà. Outre la réforme des retraites, Cyril Chabagnier, puisque vous commencez votre mandat, 4 ans, quels sont les grands dossiers sur lesquels vous avez l'intention de vous battre ? Alors dans notre motion d'orientation, qui est la motion politique de la CFTC pour les 4 prochaines années, premièrement, un premier grand dossier qui est la valeur travail. Reparler de la valeur travail pour la CFTC et en particulier essayer de mettre en place et de faire comprendre au niveau du gouvernement que tout travail qui a une utilité sociale doit pouvoir soit avoir un revenu, mais en tout cas avoir des droits. Par exemple, s'occuper de personnes âgées ou de personnes dépendantes, ça doit créer du droit. S'occuper d'enfants, ça doit créer du droit. Donc on n'est pas dans un revenu universel type qu'on a pu entendre durant la campagne présidentielle où on doit donner un revenu à tout le monde. Nous, c'est pas dans ce sens-là. Par contre, c'est reconnaître certains engagements. Tout ce qu'on appelle utilité sociale ou sociétale, un investissement dans une ONG, dans une association, s'occuper de personnes âgées. Les mères au foyer ? Les mères au foyer, c'est l'éducation des enfants, ça doit créer du droit. Toute activité qui a une utilité sociale, c'est une première chose. Et une deuxième chose, on essaye de
de travailler sur l'épanouissement de la personne. Et pour travailler sur l'épanouissement de la personne, il faut travailler sur des tas de leviers et en même temps, c'est-à-dire travailler sur la rémunération évidemment, travailler sur faciliter les transports, sur le logement, sur la formation, et travailler sur tous ces secteurs-là et au niveau des territoires aussi en prenant en compte la spécificité territoriale. Cyril Chabagnier, une dernière question avant de nous séparer. Le C de CFTC, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ce sont des valeurs, ce sont nos valeurs sociales chrétiennes, des valeurs d'humanisme, des valeurs, et tout à l'heure j'en ai parlé, de dignité de la personne, qui nous donne une spécificité à la CFTC parce que justement on aborde les problématiques et les sujets sous un autre angle, sous l'angle du respect de la dignité de la personne. Je prenais l'exemple tout à l'heure de la différence entre défendre des statuts ou défendre la personne. C'est notre spécificité, je suis moi très très attaché. C'est aussi la morale sociale chrétienne qui a créé en premier tout ce qui est réformisme et donc dialogue constructif. Et ça, c'est très important pour nous, je suis très attaché et on continuera à le défendre et à montrer notre spécificité qui est de plus en plus nécessaire et moderne, je trouve. Merci beaucoup Cyril Chabagnier d'avoir été le grand invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le nouveau président de la CFTC.